Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver sur T18, encore et toujours ensemble. On va décrypter ce monde des médias en pleine révolution au sommaire de cette troisième émission. Elle parle toujours cash, elle a été ministre notamment de la Culture et de la Communication. Roselyne Bachelot est avec nous cette semaine. Nous nous présenterons une star des réseaux sociaux, l'un des streamers politiques qui cartonne aujourd'hui sur Twitch, c'est Jean Massier. Question pour tous les deux, les émissions politiques à la radio et à la télé sont-elles mortes? On verra leur réponse. Et puis notre invité off est un patron qui est très rare dans les médias, le directeur de divertissement de TF1, c'est Rémi Faure. C'est lui qui est derrière notamment la Starac, Koh-Lanta, Quotidien, The Voice, d'ailleurs qui reprend fin février et qui fête son 15e anniversaire. Décryptage, infos, coulisses, Pure Média l'hebdo, c'est maintenant. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias. On attend vos réactions, bien sûr, sur le hashtag Pure Média. Et chaque semaine, on a un journaliste à nos côtés dans notre émission. Cette semaine, c'est Rémi Jacob de la Tribune Dimanche. Salut Rémi. Bonjour Virginie, ravi d'être avec vous. Mais moi aussi, je suis ravie. Et notre invitée, oh là là, nous sommes plus que ravis de la recevoir. Elle est fan de littérature, d'opéra et bien sûr de politique. Bienvenue Roselyne Bachelot. Merci de m'avoir invitée Virginie. Je suis ravie. Merci d'être dans Pure Média l'hebdo. Roselyne, vous avez été ministre de la Culture. Rachida Dati, a priori, son poste va se libérer. Est-ce que c'est une place à prendre, une nouvelle place? Vous y retourneriez au gouvernement ou pas? Vous pensez que vous ourdissez un mauvais coup à mon endroit? Jamais, non, je l'oserais. Je suis bien trop vieille pour occuper ce poste. Et puis Non, il y a des personnes tout à fait compétentes qui sont là. Ça se bouscule déjà, même si c'est vraiment un CDD extrêmement menacé. Le gouvernement, c'est non. La politique, toujours, mais autrement, finalement. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des dates de gens très bien qui peuvent remplir le poste. Je pense on parle de la conseillère de M. Macron, Catherine Pégard, qui a été la présidente de Versailles. On pense à Céline Calvez, très très compétente et qui est la vice-présidente de la commission ad hoc à l'Assemblée nationale, ouais. Et ou à Aurore Berger qui a longtemps rêvé d'être ministre de la Culture, donc des gens qui sont dans le premier cercle des cultureux, si je puis dire, ça ne manque pas. Eh ben, on n'écoutera pas, effectivement, on suivra ça de très près, évidemment, dans Pure Média l'hebdo. Vous êtes toujours très franche, justement, Roselyne Bachelot, et je voudrais vous faire réagir à l'actu des médias. Pardon, on va commencer par ça. On fait notre travail, juste notre travail, que notre travail. Je ne petit déjeune, bois un café ou ne dîne jamais avec des hommes ou des femmes politiques, ni avec des chefs d'entreprise sur lesquels on peut enquêter. La journaliste donc Élise Lucet a été reçue effectivement lors de cette commission d'enquête sur le service public. Elle s'est expliquée sur ses relations avec les politiques et les chefs d'entreprise. Est-ce que elle est utile selon vous, cette commission d'enquête, Roselyne Bachelot? Une commission d'enquête, c'est toujours utile. Et moi, je suis une vieille parlementaire, j'ai été élue et réélue 5 fois à l'Assemblée nationale. Oui. J'ai participé à des commissions d'enquête à la fois comme personne auditionnée et comme personne faisant partie j'allais dire, des questionneurs. Ce qui est, je pense, dommage dans cette commission d'enquête, c'est qu'elle se noie dans des détails. Le monde de la communication vit une secousse tellurique, un changement des usages qui est absolument cataclysmique. Qu'est-ce que sera la télévision dans 10 ans? C'est absolument pas le paysage qu'on a actuel, dont on discute actuellement. Oui. Et je trouve dommage qu'on passe à côté de ce débat qui est le vrai débat sur l'audiovisuel public, outre que je suis une défenseuse acharnée de l'audiovisuel public, qui est un élément de démocratie et d'équilibre démocratique absolument indispensable. Donc c'est pas une commission inutile, c'est une commission qui rate sa cible. Il y a une personnalité qui fait beaucoup parler, c'est le rapporteur Charles Aloncle, un député ciotiste. Certains l'accusent d'être trop rugueux, de vouloir en clair se payer l'audiovisuel public. Vous qui avez été auditionné la semaine dernière, est-ce que vous avez eu ce sentiment? Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette audition? C'est assez difficile d'être rugueux avec moi parce que la rugosité revient en retour. Il a été extrêmement aimable,
courtois à mon endroit. J'ai exprimé avec force des opinions qui ne sont pas les siennes, mais il y a des choses qui sont déplacées quand par un moment, pas par hasard justement, il interpelle ma collègue Rima Abdul-Malak en lui posant une question soupçonnant des liens d'intimité avec Delphine Ernotte. Rima, qui a d'ailleurs fait une réponse circonstanciée excellente et documentée, moi je l'ai repris de voler en disant ce n'est pas convenable de faire des procès d'intention. Et c'est ça qui est très gênant. C'est d'abord une sorte d'interrogatoire récurrent, c'est-à-dire on revient toujours sur les mêmes questions alors que l'interrogé a répondu, et toujours ces sous-entendus discutables. Tout est discutable, effectivement, voilà, dans cette commission, vous l'avez dit vous-même. Deuxième moment d'actualité, la démission de l'ancien ministre Jack Lang, effectivement, de l'Institut du monde arabe, après l'ouverture d'une enquête sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Écoutez ce qu'il disait sur RTL. Je ne suis pas chargé d'une instruction du dossier de M. Epstein. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous raconter des histoires, je ne sais pas. Et si la justice était amenée française à s'y intéresser, qu'elle s'y intéresse. Vous êtes prêt évidemment à les répondre de façon totalement détendue. Je me sens blanc comme neige. Blanc comme neige, dit-il, c'était le 4 février sur RTL face à Marc-Olivier Fogiel. Alors depuis, il a dû quitter son poste suite à l'ouverture justement de cette enquête judiciaire. Mais en fait, il accuse quand même Marc-Olivier Fogiel d'être, dit-il, chargé d'instruction. Donc procureur en quelque sorte. Et ma question c'est, est-ce que selon vous, vous avez le sentiment que parfois les journalistes, que vous êtes aussi d'ailleurs, sont inquisiteurs ou trop inquisiteurs ? Alors d'abord un petit point d'humour, parce que quand on voit le paquet de teinture que... Je ne m'y attendais pas. Qu'affectionne Jack Lang, dire qu'il est blanc comme neige, ça a beaucoup fait rire. Et moi, j'aime toujours le côté un peu décalé des déclarations. Mais, écoutez, les journalistes, bien sûr, le journalisme d'investigation, ça existe. Et si on exerce une fonction publique, que ce soit à la tête d'une entreprise, que ce soit à la tête d'une administration ou d'un établissement public, on se doit de répondre. L'interview de Marc-Olivier Fogiel était excellente. Et si on n'a pas envie de s'exposer à ça, eh bien, on n'est pas dans une fonction d'État ou une fonction qui relève du public ou du parapublic. Qu'est-ce que c'est que je sais pas, ces attitudes de vierge effarouchée ? Oh, pas très étonnant en même temps. Roselyne Bachelot, on vous connaît, élue locale, nationale, ministre plusieurs fois, journaliste, auteur, mais on ne connaît pas la vraie Roselyne. Et ici, c'est une tradition maintenant. C'est Roselyne Bachelot en 3 photos. C'est complètement subjectif, c'est nous qui avons décidé. D'accord, je crains le pire. Ah ben non, ne craignez pas, au contraire. Regardez cette première photo, au contraire, elle est plus que parlante. C'est à l'Assemblée en 1998. Il s'agit du 7 novembre, un moment vraiment très fort, le Pax. C'est un moment très fort, c'est un moment d'émotion que je n'ai toujours pas dominé, presque 30 ans après, parce que l'impact, on a eu l'amabilité de le classer parmi les 10 plus beaux discours de la République, et puis des gens qui vous arrêtent et qui vous récitent par cœur votre discours. Quel est l'homme politique actuel qui peut dire on m'arrête dans la rue et on me récite par cœur mon discours et la personne qui vous le récite est en larmes? Simone Veil à l'époque, mais effectivement ce discours qui a marqué absolument l'histoire et un séisme total au sein du RPR, comme votre famille politique à l'époque. Oui, j'étais tout seul, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Deuxième photo, celle-ci, on la découvre tout de suite, c'est celle d'André Malraux, écrivain et bien sûr ministre de la Culture comme vous, mais un petit peu avant vous. Mais surtout, c'est quelqu'un que vous avez connu petite, enfant. Exactement. Mon père était un grand résistant, ma mère aussi. Il préparait évidemment le retour du général de Gaulle au pouvoir. Et mon père faisait partie de ces résistants, presque de ces comploteurs, qui préparaient ça avec Jacques Chaban-Delmas, avec Olivier Guichard, avec André Malraux, avec le colonel Rémy, avec toutes sortes de gens absolument extraordinaires. Je me cachais de temps en temps sous la table de la salle à manger familiale pour écouter les discours et les préparatifs. Et j'ai souvent pensé, je me suis dit, les enfants ont leurs héros qui descendent de livres d'images et moi, ils étaient autour de la table de la salle à manger. Et avoir cette enfance inouïe, cette enfance qui a été la mienne, ça m'a donné une force
incroyable. Et puis un destin absolument fabuleux, celui qu'on connaît aujourd'hui, Roselyne Bachelot. Troisième photo, l'affiche de Baron Noir, regardez, avec Cadmerade. Ça, c'est une série, vous ne résistez pas. J'adore les séries politiques et Baron Noir est une série absolument réussie. Mais est-ce que la réalité est pire que le film ? Enfin, que la série. La réalité, c'est le film. On dit d'ailleurs que c'est le personnage de Julien Dray qui a inspiré, qui était celui qui organisait dans les coulisses et qu'on appelait d'ailleurs le Baron Noir. Mais j'adore aussi les séries américaines Série politiques. préférée. Votre série politique préférée? C'est à la Maison-Blanche, The West Wing. Et pour magnifique. moi, le sommet de la série politique. Roselyne Bachelot, invitée de Pure Média, l'Hebdo. Aujourd'hui, on va parler bien sûr politique encore tout à l'heure avec Jean Massier qui va nous rejoindre. Et cette question, où se joue le débat politique aujourd'hui? Est-ce que c'est sur Twitch? Est-ce que c'est sur France Télévisions ou ailleurs? Mais d'abord, l'info média de la semaine, ce sont les pures infos et c'est remixé par l'excellent Thierry Dagiral. Vous vous reconnaissez sur cette photo? Et bien sûr que non, je ne me reconnais pas. Parce que je suis accompagnée d'un homme que je ne connais pas, qui est en train de me violer. C'était sa première interview mercredi au New York Times. Et il m'annonce que j'ai subi à peu près 200 viols. Et là, je dis, mais c'est pas possible. Première interview mondiale pour celle qui est devenue une icône internationale. Gisèle Pellicot, victime de l'affaire des viols de Mazan. Elle raconte son histoire, le procès dans ce livre qui sort mardi chez Flammarion et dans 22 pays. Et la joie de vivre avec un plan média hors norme. Cette semaine, événement dans la grande librairie. Gisèle Pellicot est mon invitée. Mercredi soir dernier dans la grande librairie. Ce soir, chez Laurent Delahousse, mais aussi des pages dans Le Monde, en une de Télérama, de Elle, dans Madame Figaro, dans Ouest France le dimanche. Demain matin, Gisèle Pellicot sera sur France Inter, puis à 8h15 chez Marc-Olivier Fogiel, dans Quotidien demain soir. Et enfin, chez Hugo Décrypte et Brut, le livre de Gisèle Pellicot a été tiré pour l'heure à 150 000 exemplaires. C'est le dérapage de la semaine. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur. Lundi dernier, chez Pascal Pro, Karine Le Marchand venait vendre son documentaire sur l'immigration et raconter sur CNews son ressenti lorsqu'elle est arrivée à Paris. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Réaction très vive sur les réseaux sociaux et l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, a été saisi par des députés LFI. Le documentaire, lui, de Karine Le Marchand, a rassemblé lundi sur M6 jusqu'à 1,5 million de téléspectateurs. C'est le carton du moment sur Netflix. Il y a toujours quelqu'un qui ment. Is and Earth, mini-série américaine diffusée depuis le 8 janvier, c'est l'enquête d'une journaliste sur un meurtre dont l'ex-mari est inspecteur. 2 versions des faits, mais qui ment? Qui? Je lui ai rien fait, Anna. Tu sais qui l'a tué? J'ai rien fait à Rachel, si c'est ta question. 84 millions de vues en 35 jours, Is and Hers est aux portes du top 10 des séries les plus vues sur Netflix. C'est le défi de la semaine. Moi sur Twitch, c'est un peu comme moi au CNRS, c'est pas l'univers dont je suis le plus familier. Isabelle Morini-Bosque aux manettes d'un nouveau format 100% numérique sur Twitch. La chroniqueuse recevait Michel Drucker pour sa première, c'est tous les samedis. Un chouette comeback pour celle qui a été remerciée d'RTL après 30 ans d'antenne. Et vraiment, je n'ai rien à leur reprocher, sauf de se passer de moi. Enfin, ça bouge sur Combini. Combini, c'est le média culturel 100% digital qui cartonne notamment avec cela. Ça arrive à faire que les gens se collent. Mais non seulement ils se collent, mais au bout de 2 heures, ils font la chenille. Ouais, c'est zinzin. Small Talk, c'est le podcast de l'excellent David Castello-Lopez qui interviewe des gens connus et qui parle de tout sauf de ce pourquoi ils sont connus. Est-ce que, à mesure que t'es devenu plus de gauche, t'as pris du poids? Ça va intéresser les gens, là, tu crois? Et cette année, Combini multiplie les nouveaux formats, des formats courts, des formats longs, comme la Love Interview, des cartes blanches pour des VIP et son fameux Vidéo Club, délocalisé à nouveau à Cannes pour le festival. Vidéo Club de Combini qui recevait cette semaine Sophie Marceau. Là, il y a trop de choses, hein. J'arrive pas à faire le tri, là. On l'a vu en début de magnéto, ce plan média hors norme pour le livre, bien sûr, de Gisèle Pellicot, qui va sortir demain matin, demain lundi. Avec ce plan média, à la fois, elle sera sur Inter et sur RTL. Vous êtes une militante féministe aussi, que de talent, Roselyne Bachelot. L'histoire et le combat de cette femme vous ont forcément bouleversée, absolument bouleversée.
Alors, ça m'a bouleversé et surtout j'ai regardé l'émission d'Augustin Trapenard mercredi dernier sur le livre qui était extrêmement réussi et franchement l'angle qui est choisi de Gisèle Pellicot qui dit « Je refuse d'être une victime », qui aussi a une approche très balancée de cette histoire. Elle se reconstruit en ne jetant pas tout aux chiens, en ne jetant pas tout à la poubelle. Et ce titre merveilleux est la joie de vivre. Alors, ça rejoint évidemment des combats que je mène. J'y mets un bémol. Je crois qu'on peut se reconstruire quand on est adulte. Moi qui lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, il y a des moments où les violences sexuelles, quand elles sont faites sur des enfants, on ne les récupère jamais. On en reste marqué à vie. Mais le témoignage de Gisèle Pellicot, je crois que le livre paraît dans 22 pays. C'est absolument colossal. Incroyable. Effectivement, elle dit qu'elle garde de très bons souvenirs avec son mari, enfin son ex-mari. Une info en plus, Rémi. Tout autre sujet, c'est la guerre entre beIN Sport et Ligue 1+. C'est la chaîne dirigée par Nicolas de Taverneau. beIN qui a chippé, là ça va vous intéresser, je suis sûr que vous aimez le foot, Roselyne, les droits payants de la prochaine Coupe du Monde. J'ai entendu chipper. C'est bien, c'est jamais bien chippé. Très chic, les droits de la prochaine Coupe du Monde de football. Résultat, grosse colère de Nicolas de Taverneau jeudi matin sur RTL qui a mis son départ sur la table et cela seulement 9 mois après son arrivée. Ça fait pas beaucoup. Alors on accueille évidemment le streamer politique, un des streamers politiques les plus connus dans quelques instants, c'est Jean Massier. Mais tout de suite, Roselyne Bachelot, on va décrypter l'image de la semaine. Vous avez zappé toute la semaine Rémi. Quelle image a retenu votre attention ? Écoutez, c'est une séquence qui vient clôturer un long feuilleton. Nous sommes ce lundi sur CNews, il est très exactement 11h46 quand Jean-Marc Morandini rend l'antenne. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est Pierre de Villeneuve qui sera là pour l'émission du midi. Nous, on se retrouve demain en direct à partir de 2h35. À demain et d'ici là, soyez prudents. Alors, vous l'avez entendu, il donne rendez-vous le lendemain aux téléspectateurs, sauf que ce rendez-vous n'aura pas lieu puisque quelques heures après, il l'annonce sur les réseaux sociaux. Il se retire de l'antenne, on le voit à l'image, décision qui fait suite à sa condamnation, mi-janvier, condamnation définitive à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Alors il faut dire que depuis quelques semaines, c'était devenu intenable pour CNews, à l'image de cette sortie le matin même sur Europe 1 et CNews de François-Xavier Bellamy. Partez, démissionner, a lancé l'eurodéputé LR que vous connaissez, François-Xavier Bellamy, à l'animateur, le tout au micro de Sonia Mabrouk, qui a annoncé elle son départ de CNews. Alors on ignore encore Sonia Mabrouk, où est-ce qu'elle sera la saison prochaine, ça personne ne le sait. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'en coulisses, bien toutes les chaînes font des pieds et des mains actuellement pour tenter évidemment de la débaucher. Bien sûr. On se dit tout, évidemment, Rémi, c'est le principe. C'est un départ forcé de Jean-Marc Morandini ou pas ? Clairement, un départ forcé, départ contraint. La direction craignait en réalité énormément que d'autres invités politiques refassent un coup d'éclat comme François-Xavier Bellamy, comme Jérôme Gage avant lui. Et puis, il faut savoir qu'il y a eu une vraie fronde en coulisses. Alors ça, c'est très très rare au sein de l'Empire Bolloré. On me l'a raconté, d'ordinaire, les salariés sont plutôt dociles. Et bien là, vous avez des personnalités comme Geoffroy Lejeune, patron du JDD, ou Philippe de Villiers, figure de CNews, qu'on voit à l'image, qui sont montés personnellement au créneau pour tenter de convaincre Vincent Bolloré de sortir Jean-Marc Morandini. Et comme me l'a résumé une grande voix d'Europe 1, cette rébellion plus les annonceurs qui commençaient à déserter, eh bien c'est ce qui aura eu raison de Jean-Marc Morandini. Merci beaucoup, merci Rémi. Une petite réaction, évidemment, Roselyne Bachelot, surtout en tant qu'ex-ministre de la Culture. On ne l'a pas du tout entendu Rachida Dati sur cette affaire. Ça vous choque ou pas ? Pourquoi si tard ? Pourquoi si tard Avoir gardé aussi longtemps Jean-Marc Morandini à l'antenne et se payer le luxe, le terme n'est sans doute pas adéquat, d'une crise en interne qui oblige chacun à se positionner. Il fallait évidemment s'en débarrasser très vite. Pensez aussi, quand on est une chaîne qui promeut des valeurs de morale, de chrétienté, d'amour des autres, de préservation des victimes, c'est hallucinant. Si vous regardez l'émission, bien sûr, vous pouvez réagir. On ne demande que ça, le hashtag Pur Média. Roselyne Bachelot est avec nous dans Pur Média. On donne la parole à ceux qui nous regardent, évidemment, et ce sont les pures questions. C'est maintenant. Ma chère Roselyne, regardez, 3 questions de la plus pimentée, la moins pimentée ou la plus pimentée. La plus pimentée tout de suite. Tout de suite ? Oui, d'accord. Même pas on raconte l'histoire. Allez, vous aimeriez présenter une émission politique à un an de la présidentielle ou pas ? Non, je n'aimerais pas ça. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que j'ai eu des fonctions politiques il y a peu de temps.
J'étais ministre de la Culture il y a 3 ans, et je pense que ça ferait un mélange des genres un peu... Pas très clair, et ça risquerait de braquer ou d'indisposer des gens qui sont dans le débat vraiment politique. Donc participer de temps en temps à une émission, oui, pourquoi pas, mais mener une émission politique, je pense qu'il y aurait une confusion regrettable. Bon, en parlant de confusion, moi j'ai pris la moins hard, la plus hard. Allez tout de suite, quelles sont les émissions que vous détestez? Au moins une balance. Ah, une émission que je déteste. Mais les émissions que je déteste, je ne les regarde pas. Donc vous ne connaissez même pas les noms. Je sors tous les soirs. Donc... Les plateaux sur lesquels vous n'allez pas, vous n'allez plus chez les médias de Bolloré, ça vous l'avez dit. Oui, vous savez, il en faut pour tout le monde dans le paysage médiatique. Il y a des gens qui aiment ça, ils aiment ça. Moi, ce n'est pas ma came et je n'y vais pas. Je suis arrivé quand même à un âge où je fais ce qui me plaît. C'est quand même... En tant qu'ancienne pharmacienne, quel remède de cheval pour France Télévisions? Pourquoi faudrait-il un remède de cheval pour France Télévisions? Il faut surtout il faut défendre France Télévisions, il faut défendre l'apport d'un service public de qualité comme celui de France Télévisions. Il ne faut pas essayer de le vendre à l'encan à ceux qui veulent s'en en parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... Il n'y a pas des choses à rectifier dans toutes les structures humaines. Je trouve d'ailleurs assez étonnant de voir une commission d'enquête parlementaire donner des leçons de morale et d'image à France Télévisions. Quand on voit comment se déroulent les débats à l'Assemblée nationale, il ferait bien de balayer devant leur porte. C'est pas faux. On va en parler de la commission d'enquête avec Philippe Bailly qui va nous rejoindre dans un instant. Roselyne Bachelot, je vous propose à présent d'accueillir Jean Massier. Jean Massier est un des streamers politiques les plus connus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais notamment sur Twitch. Regardez ce que ça donne. Bonjour tout le monde, bonjour, comment tu vas? Bienvenue pour ce stream extraordinaire du mercredi, séance de questions d'actualité au gouvernement. Et à financer pour les années à venir. Je vous remercie. Stéphanie Rist, elle est médecin hospitalier, rhumatologue, ancienne rapporteure générale du budget, ministre de la Santé. Une commission d'enquête parlementaire, c'est un travail qui est mené par une commission, c'est-à-dire un rassemblement de députés venus des différents bancs de l'Assemblée nationale, avec les mêmes représentations politiques que dans l'hémicycle. Et cette commission, disons ce groupe de travail, va se pencher sur d'éventuels dysfonctionnements qui ont attrait à la loi ou au fonctionnement des pouvoirs publics. Jean Massier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Pure Média Hebdo. Je ne vous présente pas Roselyne Bachelot. Je connais Roselyne Vous Bachelot. devez bien connaître. Vous avez travaillé avec une ancienne ministre, n'était pas Roselyne Bachelot. Marisol Touraine, à l'époque, qui était ministre de la Santé et des Affaires sociales, et des droits des femmes. Préférez prendre le chemin du commentaire. Absolument. Effectivement, des fameuses questions au gouvernement chaque mardi à l'Assemblée. J'adore cette info. Ça vous rendait dingue. Vous avez des commentaires un peu ton sportif, je trouve. Oui, absolument. C'est exactement ce que j'ai inventé il y a 10 ans quasiment, c'est-à-dire le commentaire en direct de débat de l'Assemblée nationale, comme si c'était un match de foot ou une partie de jeu vidéo plutôt, parce que la politique a besoin de sous-titres. Parce que, à part pour des personnes comme Mme Bachelot ou moi, qui nous y connaissons un peu en politique, qui savons quels sont les rapports de force dans un hémicycle, comment tout ça fonctionne, pour le commun des mortels et surtout pour les jeunes, on n'y comprend rien à ce sport. Il est bizarre, on ne comprend pas pourquoi il y a des applaudissements, on ne sait pas qui c'est le monsieur qui parle là. Et donc il y a besoin de quelqu'un comme moi, qui va simplement venir expliquer, voilà, Madame Stéphanie Rist, elle est ministre, ça veut dire quoi, c'est quoi son parcours personnel, de quoi elle est en train de parler. C'est plus que des sous-titres ce que vous faites. Vous allez c'est du commentary. Je vais bien plus loin. Je m'inspire évidemment de la tradition du commentary et du shootcast d'e-sport, de jeux vidéo compétitifs, et je vais beaucoup plus loin que ça, puisque je réponds aux questions du chat aussi. Comment vous êtes tombé dans la politique? Vous êtes fou de politique depuis que vous êtes tout jeune? Oui, je suis tombé dans la politique par le mouvement associatif quand j'étais plus jeune. C'était les années Sarkozy à l'époque. J'étais lycéen, étudiant. J'étais plutôt dans l'opposition à l'époque au gouvernement. Donc je me suis formé à la politique à ce moment-là. Ça m'a plu. Vous êtes transpartisan maintenant? J'ai fait des études de... Non, je suis toujours resté dans l'opposition à Nicolas Sarkozy. J'ai pas bougé. Je parle d'aujourd'hui. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne travaille plus en politique du tout. Je suis à plein temps sur Internet. Ouais. Encarté, ok. Il y a 260 000 personnes qui vous suivent sur Twitch et près de 100 000 sur YouTube. Alors, sans rien retirer du contenu, est-ce que c'est le côté discussion de potes aussi
aussi qui plaît, c'est-à-dire le côté décontracté, on discute, il n'y a pas de Oui, forme. parce que en fait, le formalisme du politique est un formalisme qui éloigne beaucoup des personnes peu amènes, ou en tout cas qui n'aiment pas beaucoup ça. Le costume-cravate, le pupitre, le discours, la déclamation dans l'hémicycle, ça va ici, ça là fait flipper. Ça, c'est absolument parfait, j'aime beaucoup ce plateau. Okay, et justement, parce qu'il y a quelque chose un petit peu de ça. Et moi, mon job, c'est précisément de faire tomber la politique de son piédestal et de son formalisme impressionnant pour le ramener vers le réel, vers le concret et expliquer aux gens. Et pour ça, oui, je trouve que la bonne grammaire éditoriale, c'est ce ton sympa, marrant, on passe une bonne après-midi, on se marre un peu, et puis tiens, au passage, on apprend des trucs sur ce que c'est qu'une commission d'enquête. Pour tous ceux pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, regardez, Jean Massier, tous les soirs, vous présentez Backseat sur Twitch autour d'une personnalité publique, et ça, enfin, politique en l'occurrence, et ça donne ça. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, merci d'être là. Bonsoir Cyrielle, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat, ça va pas trop crever par ce marathon budgétaire? Ça va. Cool, de toute façon c'est pas fini, donc il t'en reste encore un petit peu. Xavier Bertrand, le débat budgétaire à l'Assemblée, comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que c'est un bel exercice de démocratie 149.3? Est-ce que c'est une folie fiscale? Comment vous le voyez, vous, ce débat budgétaire? C'est un peu le bal des fous quand même. Effectivement, jean, basket, elle a cool, existe le format traditionnel. Ouais. Ouais, c'est ça qui plaît. Absolument. Ça vous plairait, vous, Roselyne? Oui. L'idée d'avoir une émission décalée qui travaille en sous-titres sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est très utile parce qu'effectivement, on est dans un monde totalement formaté et on manie des concepts extrêmement complexes et qu'il est difficile de décoder. La démocratisation, mais en tant qu'invité, justement, je m'adresse question simple à Jean Massier. Ouais. Vous êtes une bonne cliente, on le sait d'ailleurs, vous l'avez vous-même dit à l'Assemblée nationale, quand on m'invite, ça fait de l'audience. J'en suis sûr avec ton médio. J'espère, parce qu'on en a besoin, nous. On verra ça demain. Est-ce que vous pourriez l'inviter justement pour faire du clic Non, alors non, justement sur le dispositif éditorial, on ne cherche pas particulièrement à faire du buzz pour le plaisir du buzz. Sinon, l'émission serait très différente. Mais pour vivre, c'est pas très compliqué. Pour vivre, on fait du clic et de l'argent. Ça y est, il m'a dit non. Non, c'est pas ce que j'allais dire. C'est pas ce que j'allais dire. Ceci étant, je recevrais volontiers Roselyne Bachelot parce que c'est une personnalité politique de premier plan ou qu'il l'a été récemment dans un gouvernement et que le but de mes invités politiques, c'est d'être des personnes qui font l'actu, pas seulement des commentateurs, pas seulement des challengers, mais des gens qui font l'actu. Mais par contre, vous ne recevez jamais de personnalité d'extrême droite. Jamais, on ne reçoit pas. Vous avez été critiqué pour ce cordon sanitaire. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques? Mais je réponds rien aux critiques, c'est un cordon sanitaire. C'est un front républicain, c'est une défense des principes républicains les plus essentiels. On ne tend pas le micro à des personnes qui se revendiquent de l'extrême droite. Moi, ça me va très bien et je me sens très bien avec ça. Beaucoup de politiques vont désormais effectivement sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Twitch, dans vos émissions, Jean Massier. Est-ce que c'est aussi ça la stratégie de com qui a complètement évolué, changé aujourd'hui? Laquelle? Stratégie de communication des politiques. Oui, la stratégie de communication des politiques a changé puisque maintenant les politiques, en tout cas toute personne qui ambitionne d'avoir une carrière nationale, se doit d'avoir une stratégie numérique, en tout cas d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. C'est rarement le politique lui-même qui le fait, c'est souvent ses collaborateurs, collaboratrices parlementaires qui sont plus jeunes et plus accoutumés à ces outils-là. Mais on constate effectivement que tout politique maintenant a une présence sur les réseaux sociaux. C'est la force des réseaux sociaux ou c'est aussi parce que le discours est plus libre, plus cool, parce qu'on peut dire plus de choses, parce que c'est moins formaté? Les deux. On voit effectivement par exemple qu'il n'y a pas de limite de temps de parole sur Internet. Donc si Jean-Luc Mélenchon, comme il l'a fait il y a 2 jours, veut faire une émission de 3 heures sans contradicteur, il peut le faire. Il a le droit de le faire. Et ça, les politiques, Madame Bachelot, je pense que c'est votre cas, on chérit le temps. On chérit le temps de parler, de s'exprimer. Une matinale de radio, c'est pas facile. On a très peu de temps pour dire beaucoup de choses. Sur Internet, on peut se permettre de passer du temps à expliquer sa pensée. Et la pensée, parfois, c'est complexe et c'est long. Qu'est-ce que vous réagissez à Roselyne Bachelot? Oui, j'utilise évidemment les réseaux sociaux. Je suis... Il y a une chose qui m'interpelle. Oui. J'ai évidemment un compte sur X et je ne sais pas si je vais le garder. Vous pouvez partir, c'est pas grave, on peut. Non, mais oui, mais parce que d'un autre côté, est-ce que la politique de la chaise vide est une bonne politique? J'ai pas encore trouvé la réponse idoine. Beaucoup de personnes se posent la question actuellement, y compris des institutions publiques, de rester ou pas sur ce qui est devenu un forum d'extrême droite parmi d'autres. C'est peut-être ça le sujet en fait. C'est pas tant le fait du réseau social, c'est pas X le problème, c'est qu'est-ce que devenu X? C'est ça, oui, mais il faut bien se poser la question. Oui, c'est la fameuse phrase « d'où parle-t-on » D'autant qu'il faut rappeler quelque chose d'important, c'est que X, Twitter à l'époque, a été le lieu où tout le monde était, c'est-à-dire les politiques, les journalistes. Oui. C'est là qu'il fallait être, les militants, je veux dire, tout le monde était là. Et c'est là que se faisait l'info, c'est là qu'on apprenait les news. Twitter a été ce réservoir de personnalités influentes. C'est pas pour rien qu'Elon Musk l'a acheté, ce réseau. Et Rémi, alors la question, est-ce que toujours les émissions politiques font recette à la télévision? Non.
Ah non, on est très très loin de cette époque, vous savez, où ces émissions étaient des grands-messes catholiques. Regardez, oui, ça vous... Carte sur table, l'heure de vérité. J'ai sorti les chiffres, il y a une quinzaine d'années, seulement une quinzaine d'années, une émission comme Des paroles et des actes avec David Pujadas rassemblait en moyenne, tenez-vous bien, 3 millions de téléspectateurs, 6,2 millions même en 2012 pour un numéro juste avant la présidentielle avec le très bankable, il faut dire, Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, une émission comme L'événement sur France 2 avec Caroline Roux, justement, ne fait plus l'événement. Seulement, on le voit, 1,1 million de téléspectateurs, 6,3% de part d'audience pour le dernier numéro. C'était en octobre, c'est très faible. Alors attention, il y a toujours une offre politique très importante, peut-être trop d'ailleurs, avec, j'ai sorti aussi la calculette, plus d'une cinquantaine d'émissions chaque semaine et d'interviews politiques à la télévision et à la radio. Mais on le sent, il y a un éclatement de l'audience et surtout un report vers les médias digitaux. Un chiffre très intéressant pour finir, selon le dernier baromètre du journal La Croix sur la confiance des Français dans les médias, 42% des Français déclarent suivre l'actualité grâce à des gens comme vous, Jean Massier, des créateurs de contenu, des influenceurs avec des marques très très fortes comme Hugo Décrypte, Gaspard G ou vous. Non, mais il faut dire aussi qu'il y a une offre éminemment plus nombreuse et variée. Mais on note justement dans l'étude d'opinion à laquelle vous faites référence, le grand intérêt des Français pour la politique et le fait qu'il y a une majorité de Français qui écoutent au moins une fois une émission politique par semaine. Donc, c'est peut-être l'occasion de se poser des questions sur les formats. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas opposer des grandes émissions institutionnelles qui ont le mérite d'exister et qui font partie du panel démocratique, et puis d'autres moyens de se Oui, il y a une complémentarité, effectivement. Il y a une complémentarité, oui. Ne serait-ce que par le fait qu'on ne s'adresse pas au même public. Non, et puis même au sein même, effectivement, des réseaux sociaux, si je veux dire, sur les plateformes, il y a effectivement quelqu'un qui, comme Guillaume Play, avec les gens qui cartonnent YouTube. Aussi, évidemment, sur YouTube. C'est un entretien qui a été avec Nicolas Sarkozy, qui a fait grand bruit, qui a été... parfois moqué, mais surtout très, très regardé, très relayé aussi. Ça dit quoi, selon vous, du moment, Jean Massier ? Ça dit qu'Internet est devenu l'un des piliers de la communication politique et l'un des piliers de l'information politique et de son analyse et de son commentaire et de la mobilisation aussi pour les militants. Donc, un ancien président de la République qui se rend sur Internet pour parler, l'actuel président de la République s'est rendu sur Brut il y a 5 jours. Et c'est pas un événement, d'ailleurs, c'était juste une vidéo brute parmi d'autres. Voilà, on a un président de la République. Il avait commencé tout de suite avec des... Voilà, il avait commencé tout de suite, en l'occurrence, pour parler d'Emmanuel Macron. Oui, avec des streamers. C'est à côté de cela que passe la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Entre autres. C'est quand même ça qui est en train de se passer. Qui va nous rejoindre dans quelques instants. Roselyne Bachelot, Jean Massier et aussi Rémi Jacob sont avec nous dans Pure Média l'hebdo. Vous feriez un très beau couple, si je puis dire, dans Dansant avec les stars, Jean Massier. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé mieux pour ma transition. Je suis navrée. On va parler de divertissement. C'est recalé de son émission. Ça va loin. Je ne vous ai même pas laissé. Proposition. Bon, d'accord. Alors, tant pis. Je vous laisserai faire un pas de deux. Juste après notre émission, on va recevoir, comme vous le savez, toujours dans l'émission, une ou un patron off. Et cette semaine, nous avons la chance de recevoir celui qui chapeaute, entre autres, Danse avec les stars, d'où ma liaison, mais pas que. Regardez. Depuis 15 ans, The Voice révèle les plus grands talents de la chanson française. Qui sera le prochain ? Le jeu qui défie vos neurones est de retour. Bienvenue dans le dernier cercle. Et je vais vous rendre fou. Mon Dieu, qu'ils ont envie de danser, je les tiens plus. Danse avec les stars. Les 12 personnalités ont fait leur premier pas. C'est pas 8 ! Waouh, c'est ça qu'on veut. Habituellement, dans Koh-Lanta, le conseil, c'est là où tout se termine. Eh bien, ce soir, c'est là que tout va commencer. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Oui, ils ne vont pas savoir. Alors bonjour Rémi Faure, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Pure Média l'hebdo. Je ne vous présente pas nos invités qui sont absolument formidables. Philippe Bailly nous a rejoints également. Merci d'être avec nous dans Pure Média l'hebdo chaque semaine, spécialiste de l'économie des médias. Rémi Faure, on a plein de questions à vous poser. On va commencer évidemment par The Voice en tant que directeur des divertissements, directeur des programmes de flux. Ça revient donc à l'antenne le 28 février. L'émission fête ses 15 ans, un carton total. Ça vient de se terminer. La Starac vient de se terminer. J'ai l'impression que Nikos ne va faire qu'enchaîner parce qu'avec The Voice qui revient, ça va être un festival. Le public n'est pas rassasié de toutes ces émissions de télécrochet ? Non, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, les audiences semblent montrer que non.
Et puis après, nous, on en fait beaucoup. Je pense qu'il y en a moins ailleurs, des émissions musicales. Donc, en fait, à la fin, je pense que c'est bien pour l'industrie musicale, c'est bien pour la musique, c'est bien pour le rayonnement des jeunes talents. Et puis, c'est deux émissions super différentes, en fait, Voice et Star Academy. Star Academy, on s'adresse à un public plus jeune, c'est un feuilleton quotidien, oui. C'est une école. Voice, c'est l'excellence, c'est des artistes accomplis. On avait une participante de 96 ans l'an dernier, donc c'est dire à quel point qu'elle avait travaillé avec Edith Piaf. J'ai toute ma chance. Ben voilà. Roselyne a déjà candidaté à Danser avec les stars. Je n'ai pas candidaté, on me l'a proposé. Je sais pas, j'ai cru entendre que... On me l'a proposé. Bon, quoi, vous seriez preneur? Avec grand plaisir. Ah ben voilà, et ben, tout se fait effectivement dans Pure Média Hebdo. On lance une invitation. En tout cas, The Boss, si je puis dire, je l'aime tellement. Nikos vous a laissé un petit message, regardez. The Voice, 15 ans de révélation. 15 ans, c'est pas rien. 15 ans, c'est franchement le temps de l'adolescence. J'ai une immense gratitude et beaucoup de tendresse pour The Voice. C'est une émission qui a évolué aussi avec l'ère du temps. C'est un laboratoire. On découvre toujours les tendances d'aujourd'hui, les modes d'aujourd'hui, la façon dont ils chantent aussi. Il y a des années où ils sont plus rap, il y a des années où ils sont plus lyriques, d'autres années où c'est des voix un peu plus intimes et plus confidentielles. Donc c'est un peu un miroir de la société aussi, The Voice. J'en ai vu pas mal débuter. Je me souviens des premiers pas d'un Kenji, d'Amir, de Slimane. Je me souviens du stress de Slimane en coulisses, alors qu'il joue sa dernière carte à ce moment-là. Je me souviens des premiers pas de Louane. The Voice, c'est on va dire un chapitre où on sait qu'il va se passer quelque chose et qu'on va rencontrer des gens avec lesquels on aura des liens sur le temps long. Il y a plein de surprises pour les 15 ans, mais ce que je peux vous dire, c'est que de temps en temps, on retrouvera des coachs emblématiques qui viendront être co-coachs dans des fauteuils doubles. Donc chaque coach, que ce soit Lara, Taïk, Amel et Florent, auront un invité chaque semaine et on va bien rigoler. Et quelque chose me dit qu'on aura aussi quelques personnalités qui viendront passer les auditions à l'aveugle, en guest, juste pour le plaisir. Pas Nikos, on l'embrasse évidemment. Nikos, c'est quand même le papa de toute une génération de talents, c'est absolument incroyable. Une grande génération, enfin plusieurs générations même, parce qu'entre Jennifer, saison 1 de la Starac, et puis Pierre Garnier, Marine, plus récemment, de dernière saison de Starac ou de Voice, ça fait 25 ans qu'il est révélateur de talents, Nikos. Est-ce que vous avez d'autres surprises à nous révéler, enfin certaines surprises à nous révéler de cette édition? Ouais, c'est une édition dingue, honnêtement, qui nous attend. Donc si vous avez arrêté de regarder Voice depuis 2-3 ans, revenez, parce que c'est la saison de toutes les surprises. C'est les 15 ans et on fait ça en grande pompe. Il y a énormément de nouveautés. On a retrouvé un casting boîte de chocolat, comme on aime l'appeler nous. Boîte de chocolat, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les saveurs. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà. Okay. Et donc ça va de 7 à 70 Tom Hanks. Voilà, exactement. C'est ça, j'avais pas la ref. Et puis c'est des univers très forts, des artistes accomplis, souvent, ou très forts, avec une vraie proposition artistique, qui viennent à 2, à 5, à 12 seuls, avec un instrument, sans instrument, avec une vraie proposition en tout cas. Donc ça, c'est sur le casting qui est l'essentiel. Et puis après, dans les fauteuils, on a l'arrivée de Taïk. Donc on a un peu les deux plus grandes voix de la chanson française, Florent Pagny, Lara Fabian, et puis les deux plus jeunes, Amel Ben, Taïk, le petit nouveau, le grand nouveau, qui défrise un peu Taïk. Il arrive, il bouscule un peu les fauteuils. Donc le patron Florent Pagny est un peu bousculé, c'est très bien, challengé. C'est pas plus mal. TF1, les divertissements, c'est évidemment aussi Starac, Koh-Lanta, bref, plein d'émissions. Notre invité off cette semaine, donc Rémi Fork, est avec nous. Pour mieux vous connaître, cher Rémi, on a choisi 3 photos, tout comme pour Roselyne Bachelot. Allez, première photo, regardez. C'est un livre pour enfants que vous avez signé, Corbin. Oui, exactement. Racontez-nous. Alors c'est un projet un peu plus perso, celui-là. En fait, moi, j'écris depuis tout le temps, depuis mon plus jeune âge, quoi. Et j'ai écrit 4 romans pour enfants, 4 tomes de Corba, qu'on adapte en série d'animation en ce moment. Je les ai écrits, en fait, pour le plaisir de les écrire, mais surtout parce que c'est ça que j'ai inventé pour mes enfants. Moi, j'ai un petit garçon qui est... j'ai 3 enfants, j'en ai un qui est autiste. Et Corba, c'est une bande de potes, une bande d'amis très normaux dans un monde fantastique. Donc, voilà, donc les émotions, tout est extrapolé, disons, les choix qu'ils doivent faire, les dilemmes et tout auxquels ils sont confrontés. Et le héros de cette bande, qui s'appelle Aden dans l'histoire, est autiste. Alors, c'est un autisme sublimé, disons, parce que malheureusement, c'est pas si simple toujours d'être autiste, et puis il y a beaucoup de formes d'autisme. Mais voilà, et ça me tenait à cœur de présenter l'autisme comme un super pouvoir, disons. Très bel hommage. Deuxième photo, regardez celle-ci.
Voilà, est-ce qu'on la découvre? Voilà, celle des Queyras, voilà, dans les Hautes-Alpes. Ben ouais, c'est aussi un peu perso. Oui. Ben on a été perso aujourd'hui. Ouais, mais c'est bon. Vous faites tellement de choses médiatiques que finalement, on s'est dit les photos, c'est aussi pour ça. Ouais, exactement. Autrement. Exactement. Et en fait, c'est vrai qu'on a un boulot, honnêtement. Moi, je passe ma vie sur des plateaux de télé, du matin au soir, les réunions chez TF1 la journée, les tournages le soir et le week-end, etc. C'est un peu frénétique, on est surconnecté. Et je pense que là, moi, je viens de là, mes parents vivent là-bas. C'est votre enracinement. Ouais, c'est le Queyras, dans les Hautes-Alpes. Lieu de repos, de repli. C'est un secret très bien gardé, il ne faut pas en parler. Normalement, mes parents vont m'engueuler de parler en télé. Mais... Bon, on ira faire quelques petites images là-bas. Troisième photo, on la découvre. Voilà, ici, c'est Zélie, voilà. Ouais, Zélie, la Starac. C'est une photo qui est importante pour moi, parce que... Alors celle-là, j'aurais pu en mettre d'autres, on aurait pu en trouver d'autres, je pense. Ouais. On utilise des formats comme la Star Academy pour donner aussi faire un tremplin pour de jeunes talents. L'an dernier sur TF1, il y a quasiment 180 nouveaux talents qui sont passés en prime time, donc Voice essentiellement, Voice Kids, Star Academy, mais aussi une quarantaine d'artistes en développement. Et Zélie en fait partie. Zélie, elle est venue il y a 15 jours sur la Starac, je pense qu'elle n'est pas hyper connue. C'est sa première télé, elle passe pas en radio. Elle a fait 2-3 scènes et d'un seul coup, elle chante et elle danse devant 3,5 millions de personnes. C'est une artiste qui est formidable, Zélie. Et on a fait pareil avec Mickey dans un stade de développement plus avancé. Mickey qui avait moins besoin, entre guillemets, de cette expression. Charlotte Cardin, ouais, exactement. Santa depuis le début, ouais. Extraordinaire, ces artistes, effectivement. Justement, la Starac, je disais, qui vient de se terminer, Rémi, avec le Sacre d'Ambre, avec une tournée absolument incroyable, médiatique très, très, très chargée cette semaine. Pure Média l'a rencontrée. La grande gagnante de la Star Academy, c'est Ambre. L'enchaînement château et comment on appelle ça, le tunnel des médias, quoi. C'est un peu hardcore. Bonjour Ambre, bienvenue sur France Inter. Merci beaucoup. Vous êtes dans un marathon complètement délirant. Oh, chambé. La chanteuse qui vous inspire le plus? C'est une évidence, Lady Gaga. Lady Gaga. Qu'est-ce que je vais vous proposer dans mon album? Je réfléchis. Mais après, c'est normal, ça fait partie du process et ça fait partie aussi du métier d'artiste, quoi. Donc non, c'est ok. En fait, le truc, c'est qu'il y a souvent les mêmes questions qui reviennent. J'essaie un peu de changer. Les artistes avec lesquels j'aimerais collaborer, peut-être MC Solar parce que très grand artiste. Mon prochain jour off, et le premier, ce sera à partir de demain. Et je vais en profiter pour me détendre, pour prendre du temps pour moi, pour marcher dans la forêt tranquillement, me reconnecter à la nature et à moi-même. Il faut quand même comprendre que Starac, c'est quand même des personnes qui n'ont pas l'habitude des plateaux. C'est une pression médiatique très forte, tout d'un coup. C'est une pression médiatique très forte. C'est pour ça qu'on est très vigilant. Ouais, on est très vigilant sur les élèves, enfin les jeunes qu'on prend au départ, et on les accompagne. Comment vous les accompagnez? On les accompagne de plein de façons différentes. D'abord, on est vigilant sur ce qu'on prend. C'est-à-dire, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, si on sent une fragilité, si on sent peut-être une mauvaise raison de venir faire de la télévision. Nous, on cherche à faire de la musique d'abord. Donc, Starac, c'est pas de la télévision, c'est de la musique. C'est pas des candidats de télé-réalité. Enfin, je pense qu'on le voit bien avec Pierre Garnier, Marine, Marguerite, Ebony, etc., qui sont des artistes. Donc, on fait gaffe au profil qu'on prend. Et ensuite, on les accompagne. Il y a des psys, bien sûr, tout au long des 16 semaines, 17 quasiment pour Ambre, au château. Je pense qu'il y a quand même un avantage énorme au château, c'est qu'ils sont dans une bulle, donc coupés des réseaux sociaux et des médias. Donc, ils ne reçoivent pas alors l'amour peut-être, mais enfin, en tout cas, ils ne reçoivent pas non plus les messages négatifs et tout. Donc, ils sont un peu concentrés, focusés. Et c'est dur de concentrer, de focuser des gens. Des jeunes. Vous avez déjà regardé Starac ou pas? C'est pas grave, Philippe Bailly. Je reviens donc à la Starac, qui a aussi de vrais enjeux business, enfin, ne serait-ce que dans les ventes de disques. Pierre Garnier, triple disque de platine. Marine, l'an dernier, 30 millions de streams, rien que pour Cœur Maladroit. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là en termes de pression sur Ambre aujourd'hui, par exemple? C'est ça, c'est en essayant de la préparer au mieux, de l'accompagner. Il y a un psy, bien sûr, autour de l'émission. Et puis surtout, nous, on la rencontre, c'est super humain. C'est-à-dire que même au château, ce qu'on ne voit pas à l'écran, il y a des contacts avec la production pour voir si tout va bien, au fil des jours, des semaines, etc. Puis nous, on se voit sur les répétitions tous les vendredis, samedis, on se voit, on discute en plateau. Après, c'est vrai que c'est super particulier comme expérience. Je ne cache pas que faire 70 zéniths derrière, dans la foulée de 17 semaines de château, c'est un peu un délire. Les répétitions d'Ambre commencent lundi prochain, elle est sortie il y a une semaine. Donc elle a une semaine, en gros, pour faire tout ce plan médiatique, voir ses proches, se ressourcer et repartir. Donc c'est vrai que c'est dur, mais c'est un métier aussi, je pense, un peu particulier qu'ils veulent faire. Donc après, moi, je ne serais pas chanteur sur une scène. Les divertissements attirent les foules, forcément, plein de questions à vous poser, plein de réponses à donner. Rémi Faure, le retour de Koh-Lanta le 3 mars, et vous allez changer la mécanique, c'est pour redynamiser le programme?
Le programme n'a pas besoin d'être redynamisé. Le programme a un an de repos. Je pense que c'est une des plus grosses marques de pop culture en France, Koh-Lanta. On avait fait un sondage. Il y a plus de gens qui regardent Koh-Lanta que Harry Potter. Koh-Lanta, Danse avec les stars, The Voice, Vendredi tout est permis. Bref, plein de grandes marques, certes, mais un peu vieillissantes quand même. C'est dur de recréer aujourd'hui à la télévision ? Non, enfin oui et non. Avoir des marques qui ont 20 ans ou 15 ans ou 10 ans, c'est avoir un passé commun, des souvenirs communs avec les gens. Moi, j'insiste vraiment là-dessus, notre raison d'être, moi, le seul brief qu'on me donne chez TF1, c'est de réunir les gens et de les réunir autour d'un truc en commun, d'un moment commun. C'est hyper dur. Il n'y a plus rien qui réunit les gens, il n'y a que des choses qui les divisent, beaucoup de médias aussi qui divisent. Nous, on est un média qui rassemble les coups de conjoints. Les vieux ont le droit d'exister, alors. Les jeunes aussi. Rémi Jacob. Rémi Fort, sur les incarnations, TF1 utilise, on le sait, beaucoup le même noyau d'animateurs. Je pense par exemple à Camille Combal, à Nikos Aliagas, qu'on a vu il y a quelques instants. C'est d'ailleurs le même reproche qu'on peut faire sur France 2 avec un Cyril Ferraud qui est surexposé. Comment une chaîne comme la vôtre peut faire pour renouveler le vivier ? Parce que je vais dire les choses de manière peut-être un peu triviale, mais on a quand même le sentiment de voir toujours les mêmes têtes sur TF1. Nous, on prend les meilleurs, et les meilleurs à chaque poste. Par contre, si c'est un acte de candidature, je vais décliner T18, mais je ne sais pas si je vais pas me faire gronder. Mais comment, voilà, parce qu'il y a ce sentiment qui... Non, mais on essaie de prendre... C'est pas les meilleurs, c'est les meilleurs à chaque poste. Donc c'est vrai que quand on a une émission drôle, on pense un peu naturellement à Camille Combal. Quand on a une émission musicale, on a la légitimité extraordinaire, le savoir-faire de dingue d'un Nikos, etc. Il y a peu de risques qui sont pris, c'est ça ce que je veux dire. On a recruté Isabelle Iturburu. Vous prendre des risques pour laisser la chance à des petits jeunes. Si, on a pris... D'abord, on a recruté récemment Isabelle Iturburu, à qui on a donné de plus en plus de choses. On l'a prise pour le rugby, on lui a donné une 50 minutes inside, elle a fait très bien, star à domicile, etc. Donc, on essaye. Ouais. Oui, bien sûr, pardon. J'interromps, je sais, pardon. Non, mais il y a évidemment plein d'animateurs formidables, mais Secret Story, non, parce que les questions n'arrêtent pas de défiler. Secret Story cartonnait l'été dernier sur TFX, surtout sur le digital. Ça revient ou pas ? On discute pour que ça revienne. On aimerait beaucoup que ça revienne. C'est un programme qui coûte cher, mais qui coûte cher parce qu'il vaut cher. Il est cher à fabriquer, je veux dire. Cher à produire, ouais. Cher à produire, donc parce qu'il est en direct. Oui ou non ? On aimerait beaucoup. Je dirais non, là. On est en discussion. Ninja Warrior, oui ou non ? Ninja Warrior, pas cette année, sans doute l'année prochaine, pas cette année. D'accord. Laurence Boccolini, oui ou non ? Elle nous rejoint ? Non, alors je n'ai pas parlé avec elle depuis assez longtemps, mais ça me ferait plaisir de la voir. Bon, voilà, l'invitation est lancée. Il y a eu la surprise qui sera le plus nul, qui a cartonné en janvier, produit par BBC Studios. On les salue. Vous avez re-signé ou pas ? On est en cours. Ah, en cours de signature. C'est le plus gros lancement d'une nouveauté en télé depuis 5 ans, donc quand même, à moins d'être complètement couillon... on va y retourner. C'est toujours possible. Bon, plein de réactions évidemment sur le hashtag Pure Média. Je vous propose à présent l'œil de Philippe Bailly. Philippe, c'était hier la Saint-Valentin. Alors j'imagine que vous l'avez fêté, enfin, je sais pas. On dirait que ça vous a pas très inspiré, non ? Non, pas complètement. Et pourtant, j'aurais bien aimé. Regardez cette photo. J'aimerais vous dire que Rachida Dati et Sébastien Lecornu sont en train de se faire de douces confidences. Et pourtant, a priori, c'était pas totalement l'ambiance. Non, effectivement, c'était pas tout à fait l'ambiance. Et pourtant, je suis pas ta boniche. C'est quoi cette histoire ? Alors, je ne suis pas sa boniche. D'après le cadre enchaîné, c'est ce que Rachida Dati a répondu à Sébastien Lecornu quand il lui a parlé du remaniement gouvernemental qu'il a en projet actuellement. Donc, pas vraiment une ambiance de Saint-Valentin. Donc, ça veut dire qu'elle part sans avoir fait la réforme du service public ? Eh bien, exactement. Et pourtant, c'était vraiment le projet emblématique sur lequel elle aura travaillé pendant ces 2 ans passés au ministère. L'audiovisuel public appartient à tous les Français. Il doit pouvoir continuer de s'adresser à chacun d'entre eux et dans tous les territoires. Alors là, c'est la Rachida Dati, solennelle, grave, attachée à l'audiovisuel public. C'est pas toujours la même ambiance, particulièrement d'ailleurs quand elle va sur les médias de l'audiovisuel public. On se rappelle, c'est dans l'air où elle s'était payée Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen. Et puis il y a eu aussi dans le côté... diplomatie de la boniche, il y a eu aussi la matinale d'Inter face à Nicolas Demorand et Léa Salamé, rappelez-vous. Ça devient un club, c'est CSP+, et plus âgé. C'est une réalité. Et voilà, alors côté dépenses de l'audiovisuel public, ça fait un peu amour vache. Évidemment, ça a contribué à braquer les personnels de France Télévisions et de Radio France. Et si vous ajoutez l'absence de majorité au Parlement, on est arrivé à un enterrement en catimini de la réforme.
Est-ce que c'est grave ? Ce qui est grave, c'est de faire du sur place. On est dans un monde où les plateformes digitales avancent à vive allure. YouTube, il y a 3 ans, quand on a empêché TF1 et M6 de se fusionner, c'était 30 milliards de chiffre d'affaires de pub, c'est 40 milliards aujourd'hui. Netflix, c'est passé de 260 à 325 millions d'habitants. Pendant ce temps-là, il ne se passe rien en France. Les acteurs français continuent à faire la course avec des boulets aux pieds. Ce qui est grave, ce sont nous, mais aussi nos enfants, les vôtres, les petits-enfants de Roselyne Bachelot. C'est un peu de cette inaction que dépensent qu'ils auront demain à l'écran. Merci Philippe. Et chaque semaine dans Pure Média, c'est l'hebdo, Pure Média l'hebdo, notre conseil sur les programmes à ne surtout pas rater la semaine prochaine. Voici les purs recos signés Thierry Dagirel. 3 recos cette semaine, pas une de plus. Côté télé, l'affaire Laura Stern. Elle a déjà déposé 2 mains courantes chez vous, là faut venir. Laura est pharmacienne et mère de famille, elle a fondé une association d'aide aux femmes victimes de violences et qui assiste au meurtre d'une d'entre elles. Les femmes victimes de violences ont toujours tendance à protéger ceux qui les font souffrir. Alors, souvent, elles minimisent, même avec nous. Vous connaissez rien en violence conjugale en fait. Valérie Bonneton en justicière en colère est surprenante, excellente. Déjà diffusée sur HBO Max, la mini-série à ne pas rater arrive jeudi prochain sur la plateforme France.tv. Sur les plateformes, c'est le retour de Peter Sutherland, l'agent du FBI. C'est toujours comme ça avec vous? Ouais. Génial. Nouveau chapitre pour cette série d'espionnage qui a cartonné. Le temps joue contre nous. Il prépare un gros coup. Impossible de savoir qui peut être compromis. The Night Agent, saison 3, c'est sur Netflix à partir du 19 février. Et on termine avec le podcast de la semaine. C'est assez joli. Et on regarde vers le ciel. Jeudi prochain, Mercure fera une apparition au crépuscule. Du 20 au 25 février, vous pourrez observer des comètes à l'œil nu. La comète sera visible le soir assez basse sur l'horizon sud-ouest, à 19h30 à seulement 5 degrés de hauteur. Les podcasts de ciel et espace, ça s'appelle Dans le ciel. C'est sur Spotify, Deezer et Podcast Addict. Et Dieu que ça fait du bien. Et puis reco de la semaine signé Thierry Dagirel. Merci beaucoup Rémi Jacob, merci Philippe Bailly, un grand merci à vous. Rémi Faure, merci 1000 fois, votre bébé The Voice, c'est le 28 février évidemment sur TF1, Jean Massier sur Twitch tous les jeudis à 18h30 pour votre émission Backseat, ainsi que sur Arte, Twitch, évidemment Eurguesseur. Roselyne Bachelot, ancienne ministre, évidemment, fine observatrice de la vie politique et médiatique, un vrai bonheur de vous recevoir, merci 1000 fois. L'émission est en replay sur notre chaîne YouTube Pure Média et sur t18.fr. Ce monde médiatique en pleine révolution, on continue évidemment à vous le raconter dès la semaine prochaine. Salut!